Le sommet russo-américain qui vient de se terminer à Moscou est passé presque inaperçu. Il s'agissait pourtant de la première rencontre entre Bill Clinton et Vladimir Poutine depuis l'élection du président russe. La réunion a été rendue délicate par les divergences entre les deux pays sur les questions de désarmement. Les Américains veulent installer chez eux un système de défense antimissile qui les protégerait d'une éventuelle attaque nucléaire. Mais la Russie considère cette initiative comme une relance de la course aux armements. Malgré ces divergences, le sommet réunissant Clinton et Poutine a eu lieu dans un climat dépassionné, loin de l'atmosphère de confrontation qui régnait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La menace d'un nouveau conflit transformait alors les rencontres entre les deux grandes puissances en véritable bras de fer. En 1945, Russes et Américains remportent une victoire complète et définitive contre l'Allemagne nazie. Au mois de juillet, Staline et Harry Truman, le président des États-Unis, se retrouvent à Potsdam. Officiellement, ils sont encore alliés, mais en réalité, Truman se méfie déjà de Staline, qu'il considère avant tout comme un communiste avide de pouvoir. Le duel entre les deux anciens alliés ne fait que commencer et il débouche rapidement sur la guerre froide. Un face-à-face hostile qui oppose d'un côté le monde capitaliste dirigé par les États-Unis et de l'autre le bloc communiste des pays de l'Est placé sous la coupe de l'URSS. En juin 1948, Staline décrète le blocus de Berlin-Ouest, la seule zone capitaliste au milieu de l'Allemagne de l'Est communiste. Tous les approvisionnements à destination de la zone américaine de Berlin sont coupés par l'armée rouge. Mais Truman ne cède pas, il met en place un véritable pont aérien pour approvisionner Berlin pendant près de 10 mois. Le coup de poker de Staline échoue grâce à la fermeté de Truman et en mai 1949, le blocus de Berlin est levé. Prudent, Staline décide donc de faire machine arrière, sans doute parce qu'à l'époque, Truman est le seul à posséder l'arme nucléaire. Quelques mois plus tard, en septembre 1949, l'URSS rattrape son retard. L'explosion de la première bombe atomique soviétique fait la une de tous les journaux et crée un vent de panique en Amérique. Dès lors, le duel entre les deux grands change de nature. Il fait planer sur le monde la menace d'un conflit nucléaire. Pourtant, l'arrivée de Nikita Khrouchtchev à la tête de l'Union soviétique en 1953 donne provisoirement un aspect plus détendu aux rencontres entre les deux superpuissances. Lors de son voyage aux États-Unis en 1959, il séduit même par son côté rigolard et détendu. Mais la tension remonte avec le duel qui oppose Kennedy et Khrouchtchev dans les années 60. Les deux hommes se rencontrent pour la première fois pendant l'été 61 à Vienne. Sourires et poignées de main se succèdent devant les photographes. Cette atmosphère faussement détendue ne va pas durer. En octobre 62, des photos prises par un avion espion américain démontrent l'installation à Cuba d'une vingtaine de missiles soviétiques de portée intermédiaire. Kennedy ne peut pas accepter que des missiles soviétiques soient installés à Cuba, à seulement 200 km des côtes américaines. Face à la menace des missiles, le président Kennedy ordonne à la marine américaine de faire le blocus de Cuba, tout en exigeant de l'URSS le retrait des fusées sous 48 heures. Devant cet ultimatum, le monde entier retient son souffle. Tous les bombardiers américains sont en alerte, toutes les fusées nucléaires pointées vers l'URSS. Mais le lendemain, Khrouchtchev cède. Impressionné par la détermination américaine, il s'engage à retirer ses fusées et les cargos soviétiques font demi-tour. Le duel Kennedy-Khrouchtchev a donc bien failli tourner à la catastrophe. Du coup, les successeurs de Kennedy vont rechercher une certaine détente dans les relations avec les pays communistes. Le signal de cette détente est donné par Richard Nixon en 1972 lorsqu'il se rend à Pékin pour rencontrer Mao Tse-tung, le président de l'autre grande puissance communiste. 3 mois plus tard, Nixon est à Moscou pour rencontrer cette fois Léonid Brejnev. Les deux grands négocient un premier accord de limitation des missiles intercontinentaux. Le duel de la guerre froide laisse la place à un dialogue prudent.
Mais cette détente est brutalement interrompue en 1979 avec l'invasion de l'Afghanistan par les chars de l'armée rouge. Aussitôt, les États-Unis mettent en place des sanctions économiques contre l'URSS et suspendent toutes les négociations sur le désarmement avec les dirigeants du Kremlin. Le face-à-face reprend des allures de guerre froide avec l'élection de Ronald Reagan en 1980. Les États-Unis renouent avec la manière forte. Les dépenses d'armement du budget américain enregistrent une augmentation spectaculaire. C'est finalement de l'URSS que viendra le signal d'une nouvelle détente avec l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev en 1985. Acculé par la crise économique de son pays, Gorbatchev engage l'URSS sur la voie de la réduction des armes nucléaires. Les réunions au sommet se succèdent et témoignent de cette détente. En 1987, à Washington, Reagan et Gorbatchev signent l'accord sur la suppression des missiles américains et russes installés en Europe. Cet accord historique, premier acte concret de désarmement depuis le début de la guerre froide, sera consacré par la visite de Reagan à Moscou. Aujourd'hui, la Russie de Vladimir Poutine n'a pas plus de moyens pour entretenir son arsenal nucléaire que l'URSS du temps de Gorbatchev. Mais même affaibli, le géant russe reste encore une redoutable puissance militaire, une réalité que Bill Clinton ne peut ignorer.